Chapitre 11. Les somptueux bureaux de l'avenue Georges V à Paris étaient assez intimidants, avec de grandes pièces de style haussmannien, au plafond mouluré, beaux parquets et cheminées de marbre blanc. Pas la moindre poussière, tout était impeccable, et ça sentait bon le propre. Charles regretta de ne pas avoir investi dans un nouveau costume. Son vieux complet était un peu élimé et sa cravate sans doute démodée. Ce rendez-vous était pourtant celui de la dernière chance. Heureusement, ses interlocuteurs semblaient attacher plus d'importance au fond du dossier qu'à son apparence. Le directeur du fonds de placement était un Américain détendu et souriant, d'une quarantaine d'années. Un grand blond qui parlait français avec un agréable accent d'outre-Atlantique, costume sable et chemise blanche. Son acolyte était un Français, petit et trapu, en costume gris, le cou sanglé d'une cravate bleu nuit, avec une grosse tête parsemée de cheveux bruns, dont la nature sans doute frondeuse avait été matée par une coupe en brosse. Son regard éteint semblait traduire une âme dénuée de la moindre émotion, comme si l'habitude de porter une cravate trop serrée en avait coupé le flux. « Donc, dit l'Américain, si je résume, vous avez besoin de 800 000 francs pour rénover votre outil de production et financer l'embauche de 4 nouveaux collaborateurs de plus. C'est bien ça? » « Oui, tout à fait. »« Très bien. Et si je vous confie ce capital, quel taux de bénéfice net avant impôt obtiendrez-vous à la 2e année d'exploitation? » « Quel taux de bénéfice net ? » Charles n'avait pas raisonné en taux. Il avait juste évalué son besoin d'investissement et était absolument convaincu que l'activité serait relancée et de nouveau très rentable. Mais de là à fournir un taux, que répondre? Il sentait bien que c'était impossible de se contenter d'exprimer sa confiance en la relance. Ces gens-là voulaient des chiffres. Un taux. L'Américain le fixait sans se départir de son sourire. L'acolyte français le dévisageait de son regard inexpressif. Vite, un taux prometteur mais crédible. L'inflation tournait à environ 4%. Pour investir, il voudrait sans doute le double ou le triple. Mais ne pas donner un chiffre trop rond. Plus c'est précis, plus c'est crédible. Je table sur 11,42% au bout de 2 ans. 11,42%. L'Américain échangea avec son collaborateur un regard intéressé. Charles se détendit. Il avait vu juste. 11,42%, répéta-t-il d'un ton assuré. Bon alors, voilà ce qu'on va faire. Ivan Raffo, dit-il en désignant le Français, va venir passer une semaine dans votre entreprise pour l'auditer. L'auditer? Oui, il va éplucher vos comptes et surtout faire un rapport sur chacun de vos managers et collaborateurs pour nous donner une photo précise de la situation, évaluer le potentiel de l'équipe et de l'outil. Après quoi, je vous donnerai ma réponse définitive. Si elle est positive, on rédigera un contrat sur la base de votre engagement de 11,42% de rentabilité dès la 2e année d'exploitation. Si vous tenez ce taux, vous n'entendrez plus guère parler de moi. Charles acquiesça. « C'est d'accord. Quand voulez-vous commencer ?» dit-il en se tournant vers l'auditeur. C'est l'Américain qui répondit. « Il sera demain après-midi à Lyon. » Après ma nuit quasi blanche, j'obtins un rendez-vous à la 1re heure avec Oscar Firmin, que je retrouvai dans son repère sous les toits de l'austère immeuble de la rue de la Loge. Votre personnalité fait de vous quelqu'un de bien, avec des idéaux élevés, dit-il en réponse à mes reproches. Vous êtes d'une intégrité exceptionnelle et d'une volonté sans faille. Vous disposez d'une grande rigueur personnelle et de beaucoup d'énergie pour agir. Que rêver de plus? Je ne savais plus quoi répondre. Depuis 20 minutes, il affirmait que ma nouvelle personnalité était conforme à ma demande initiale et qu'elle revêtait plein d'aspects très avantageux. Notre échange tournait au dialogue de sourds. Il me fixait de ses yeux bleus perçants, assis face à moi dans son fauteuil de cuir brun, toujours en chemise blanche. Je souffre d'insatisfaction permanente. Je m'épuise à vouloir tout corriger et tout améliorer.
et je souffre de mes propres insuffisances, que je juge sévèrement. Vous jugez aussi sévèrement les autres. En fait, le défi pour vous est de lâcher prise, de garder des idéaux élevés vers lesquels tendre, tout en reconnaissant que vous ne détenez pas forcément la vérité et apprécier la vie dans ses imperfections. Accepter vos propres imperfections et celles des autres, être plus tolérante envers les autres. Mais je suis tolérante. D'ailleurs, je ne supporte pas les intolérantes tout poil. La vraie tolérance, c'est de tolérer ceux qui n'ont pas les mêmes critères que vous et donc aussi ceux que vous trouvez intolérants. Je fulminais intérieurement. Si je fais preuve d'intolérance, ça me vient de cette personnalité que vous m'avez donnée, qui m'amène malgré moi à juger ce qui est bon et mauvais. Rien en soi n'est mauvais, disait Spinoza, pour qui la vertu consistait à rechercher la joie. Rechercher la joie, facile à dire de l'extérieur. J'aimerais vous y voir, vous. Moi aussi, j'aurais pu dire ça il y a quelques jours. Mais là, quand on est dedans, quand on a cette personnalité, c'est quasiment insupportable, car la joie n'est pas précisément ce qu'on cherche alors. Comme il ne répondait pas, je finis par dévoiler le vrai motif de ma visite. Je voudrais changer de personnalité. Il me regardera droit dans les yeux. Je vous avais averti qu'il n'y avait pas de retour possible. Je ne veux pas retrouver ma personnalité d'origine. Je veux une nouvelle personnalité. Avant qu'il n'ait le temps d'objecter, je m'empressai d'ajouter. Une personnalité moins exigeante, plus positive, plus tolérante et généreuse. Une personnalité plus tournée vers les autres, plus relationnelle, et qui rende plus facile mes négociations commerciales. Je veux être plus à l'aise pour convaincre, influencer. Je sais que c'est possible. Il y a des gens qui font ça naturellement, presque sans effort. Il ne répondit pas, se contentant de me regarder attentivement. Je me sentis observer de près, passer à la loupe. Je ne me dérobais pas à son regard, le fixant moi aussi sans faillir. Après un long moment, c'est lui qui finit par rompre le silence de sa voix profonde. Installez-vous confortablement et détendez-vous. Je glissai la main dans la poche de ma veste et enclenchai le dictaphone. Chapitre 12. Oh, je n'ai pas vraiment dit que le problème de Sibylle, c'était la peur. Je crois qu'on s'est mal compris. Ou peut-être m'avez-vous mal écouté, Charles. Catel se pencha vers lui, imperceptiblement, en lui adressant un sourire qu'elle savait capable de convaincre un innocent à signer des aveux de meurtre. Il bégaya et détourna le regard. Et elle savoura l'effet produit. Mais il insista. N'empêche qu'elle a animé une réunion d'équipe alors que vous aviez parié qu'elle n'oserait pas. Beauté en touche. Le problème est ailleurs, Charles. Après notre conversation, j'ai bien observé Sibylle. Ce qui passait à nos yeux pour de la peur est en fait un esprit obsessionnel. Un esprit obsessionnel. Elle est obsédée par des broutilles, elle pinaille sur des détails sans intérêt. Et c'est sans doute pour ça que les choses n'avancent pas sur ce bateau. C'est peut-être pas faux, en effet. Je me demande, mais c'est à vous d'en juger, s'il est possible de manager toute une équipe et de gérer des relations commerciales avec un esprit étriqué. Nathan acheva son repas avec une tranche de praluline qu'il réchauffa dans le grille-pain 1 minute. Tandis que se diffusait l'odeur de brioche chaude aux pralines, il repensa à l'enregistrement qu'il avait écouté la veille. Il ne comprenait toujours pas de quoi il pouvait s'agir. Bien sûr, il avait exclu d'aborder la question avec Sibylle. Comme tous ceux qui marchent à la confiance, elle aurait très mal réagi en apprenant qu'il avait trahi la sienne en fouillant dans sa vie privée. Le déclic métallique du grille-pain accompagna le saut de la tartine. Nathan s'assit à table. Le beurre fondit, tandis qu'il l'étalait sur la brioche, accentuant l'odeur irrésistible. Il croqua à pleines dents. Un régal. Bien sûr, il avait envie de monter dans la mezzanine, de se saisir du dictaphone et écouter s'il contenait un nouvel enregistrement. Mais il hésitait. Hors de question de fliquer sa compagne en fouillant tous les jours dans ses affaires.
Lui-même détesterait qu'elle fouille dans les siennes, même s'il n'avait rien à se reprocher. On ne peut pas construire une relation sans respecter le jardin secret de l'autre. Ah, et si elle était en danger? Ce qu'il avait entendu la veille était à la fois totalement incompréhensible et très inquiétant. Qui pouvait tenir de tels propos? Et surtout, à qui était-il destiné? Et pourquoi Sibylle en avait-elle l'enregistrement? Autant de mystères qui restaient en suspens. Nathan se leva pour couper une deuxième tranche de praluline. Tandis qu'elle dorait dans le grille-pain, il considéra la possibilité que les paroles étranges de l'enregistrement puissent avoir été destinées à Sibylle elle-même. Après tout, il avait bien lu dans la presse qu'aux États-Unis, des gens écoutaient chez eux des cassettes de conseillères célèbres comme Dale Carnegie ou Napoléon Hill pour se motiver afin d'avoir du succès. Peut-être était-ce le secret de Sibylle qui expliquait comment, de jeune commerciale à peine recrutée sur le bateau, elle avait été promue directrice moins d'un mois plus tard. En même temps, il voyait mal comment les sombres propos entendus la veille pouvaient conduire au succès. Ça ressemblait plutôt à une recette de malheur. Et puis la promotion de Sibylle n'avait pas vraiment été couronnée de succès. Au contraire, c'est depuis cette date qu'elle allait mal, et même que leur couple battait de l'aile. Le mystère restait entier, tout comme la possibilité que Sibylle soit en danger. Nathan prit une gorgée de café et se brûla la langue. Si Sibylle était menacée, il se devait de se tenir informé pour pouvoir agir si nécessaire. Il finit son petit déjeuner puis monta sur la mezzanine. Le dictaphone était toujours sous la pile de linge. Il l'enclocha en mode lecture, puis le rembobina au début. C'était un nouvel enregistrement. La même voix caverneuse. Nathan s'assit sur le lit. Il commençait par le même type de propos obscurs, mélange d'invitation à la détente et d'affirmations concernant le caractère de son interlocuteur. Suivi comme la veille, un moment de silence, puis, reprenant mot pour mot la même syntaxe, la voix sépulcrale affirmait cette fois. Au fond de vous, tout au fond, se niche maintenant une peur immense, une angoisse profonde. Silence. L'angoisse d'être une personne qui ne mérite pas d'être aimée. Nathan avala sa salive. Quand vous reviendrez à vous, vous l'aurez totalement oublié. Mais cette angoisse guidera pourtant la plupart de vos actes dans la vie, en restant enfouie au plus profond de votre inconscient.